En tout cas, c'est vraiment une réunion qu'on voulait différente d'habitude parce qu'on s'est aperçu qu'au fil de réunions, eh bien, tous les problèmes qu'on rencontre chez nous sont maintenant communs. On le sait que le système de santé ne va plus et ne nous convient plus à tous et que nous avons idée quand même aujourd'hui de penser autrement. De penser autrement, il va falloir bien entendu tous que l'on réfléchisse ensemble à des bases différentes, à une façon de soigner différente. Je pense qu'on a toutes et tous fait des études suffisamment importantes pour qu'aujourd'hui on ne nous dicte pas nos plans de traitement, nos diagnostics, les personnes avec qui on doit parler et le matériel qu'on doit utiliser. Je pense qu'on a certaines valeurs à défendre et aujourd'hui je pense aussi que le patient, qui est quand même la personne que l'on soigne, et que nous sommes aussi, puisque nous sommes des patients aussi, a toujours été ignoré et en tout cas aujourd'hui n'est plus recentré sur le système de soins français. Donc, je vais en profiter pour me présenter. Donc, bonsoir, je suis Nathalie Ferrand-Lefranc. J'ai été chirurgien-dentiste pendant 30 ans et là, je suis dans le milieu associatif. Donc, Association pour la santé de tous, c'est une association qu'on a montée il y a 2 ans à peu près, suite à la loi Touraine, loi de santé, parce qu'on s'est dit qu'on parlait de la santé en fait qu'au niveau des soins. On réduisait la santé aux soins, alors que la santé, il y a plein de choses à dire dessus. Et ce que je vous présente ce soir, c'est une réflexion de groupe. Donc tout le monde a une opinion sur la santé. Par exemple, la santé concerne chacun. Elle impacte tous les actes de la vie. Elle est impactée par tous les domaines d'activité humaine. C'est un secteur économique en pleine expansion. Il y a un souci, je crois. C'est ça, au niveau de la vidéo? C'est bon? D'accord, ok. La santé, on constate une augmentation des maladies chroniques. La santé, c'est le développement des médicaments, de la technologie ou du numérique. C'est aussi une augmentation de la durée de la vie. C'est un secteur de dépenses en constante augmentation. Ou bien le budget de l'État et le budget de la Sécu, est-ce que vous savez que ce sont 2 budgets séparés et que le budget de la Sécu représente 1,5 fois celui de l'État? La Sécu, et toutes les dépenses de santé, on doit rentrer dans les critères de Maastricht, pardon. Et ensuite, la santé, visiblement, il y a une volonté politique de mobiliser l'argent ailleurs. La place de la santé en France, ça participe à l'identité de la France. 2 choses très importantes, la santé est un secteur non marchand. En France, c'est affirmé, confirmé par des lois. Vous avez notamment le corps n'est pas une marchandise. C'est l'article 16 et suivant du Code civil. Pourquoi la santé est dans un secteur non marchand? Parce que le malade a besoin de soins. On ne consomme pas une extraction dentaire ou une chimiothérapie. Si on se fait soigner, c'est qu'on en a besoin. Ce n'est pas quelque chose qu'on achète. Ensuite, la maladie rend la personne vulnérable. 3 éléments sur la vulnérabilité. Quand on est malade, on souffre, on a peur et on est seul avec sa maladie. Même si on est entouré, on est quand même seul à faire et à suivre le chemin de sa maladie. Deuxième point très important qui fait aussi l'identité de la France, c'est la prise en charge solidaire des soins. La sécurité sociale, c'est la vie, disaient les ouvriers quand ils se sont battus pour la mise en place de la sécurité sociale. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, quand il n'y avait pas de sécu, quand on était malade, on ne travaillait pas. Quand on ne travaillait pas, on n'avait plus de salaire. Quand on n'avait plus de salaire, on ne pouvait plus s'acheter à manger, on ne pouvait plus payer son loyer, etc. La Sécu a aussi intéressé les employeurs à l'époque parce qu'un travailleur en bonne santé, c'est un travailleur efficace. Donc à 45, quand la Sécu s'est mise en place, il y avait vraiment un projet de société qui était très clair et qui était porté par les 2 parties de la société. La santé a de multiples déterminants. Comme je vous ai dit tout à l'heure, trop souvent maintenant, on considère que la santé, c'est les soins et les soins, c'est la santé. Donc, dans les déterminants, ce qu'on connaît le plus, c'est le déterminant génétique. On sait qu'on a une plus ou moins bonne santé, qu'on n'est pas égaux par rapport à ça. Ensuite, on sait que l'alimentation est un déterminant de santé aussi. Évidemment, les soins. Et ensuite, la pollution et l'environnement. Donc ça, c'est un des déterminants qui prend de plus en plus de place. Donc on entend beaucoup parler des perturbateurs endocriniens. Et je crois que vous, ici, dans la région, vous êtes assez sensible aux problèmes de pollution atmosphérique, c'est ça? Mais il y a plein d'autres déterminants. Et chaque jour, on en connaît un peu mieux l'origine. Vous avez évidemment les revenus et le niveau social. Vous avez aussi les conditions de travail qui impactent la santé. Vous avez aussi l'environnement physique, donc par exemple le bruit. Le bruit impacte aussi la santé des gens. Vous avez les conditions de logement.
Vous avez aussi le réseau social, le réseau amical, qui est aussi un facteur qui impacte de façon importante sur la santé. Vous avez tout ce qui est éducation et culture. C'est un des déterminants de santé. Vous avez aussi le développement de la petite enfance. Et vous avez ensuite la façon dont chacun vit sa vie pour être en bonne santé. Donc là, c'est un petit chemin de balade les week-ends pour aller chercher les châtaignes. La santé, du coup, implique de multiples acteurs. Et ça, je pense que c'est quelque chose pour les professionnels de soins, culturellement, qu'il va falloir intégrer. Parce qu'on a vraiment le sentiment que les professions de soins portent à eux tout seuls toute la responsabilité du système de santé. Parce qu'encore une fois, en France, on confond système de santé et système de soins. On dit qu'on a un ministère de la santé, en fait, c'est un ministère des soins que nous avons. Donc, quels sont ces acteurs ? Alors nous, à la PST, on a l'habitude de dire le premier acteur de santé, en fait, c'est l'agriculteur. Parce que c'est lui d'abord qui produit, qui fournit les aliments. Et la façon dont il va pouvoir cultiver a un impact sur notre environnement, sur l'eau, sur le sol, sur l'atmosphère. Mais aussi, avec les élevages, c'est lui qui permet de maintenir nos paysages de façon à ce que notamment la forêt ne progresse pas de façon importante. Dans les acteurs, évidemment, les professionnels de soins. Vous avez aussi les industriels, parce qu'en fonction de ce qu'ils produisent et comment ils produisent, ça impacte la santé. Vous avez ensuite les chefs d'entreprise, là c'est par rapport aux conditions de travail, ça impacte aussi la santé, donc ce sont aussi des acteurs de santé. Vous avez les banques, parce qu'en fonction de là où ils investissent l'argent, effectivement on a des impacts sur la santé. Je citerai l'exemple des sables bitumineux en Alberta, où effectivement ce sont des techniques qui sont très polluantes, et donc les investissements qui se font dans les sables bitumineux ont une conséquence sur la santé de l'environnement et donc des gens qui vivent sur ces secteurs-là. Et ensuite, vous avez les politiques, parce que c'est quand même eux qui votent les lois avec leur voix, et c'est eux qui ont une importance pour porter justement cette vision d'une santé qui implique de multiples acteurs. Et évidemment, vous avez le patient. Alors le patient, c'est le malade, c'est l'usager du système de santé, c'est aussi le citoyen, c'est aussi celui qui vote, donc un électeur, c'est aussi un consommateur, et en fonction de ce qu'il consomme, de ce qu'il achète, il y a aussi un impact sur la santé et sur le système de santé. Alors là, je fais une petite incursion sur une maladie dentaire, donc qui s'appelle le MIH. Je pense que la plupart des confrères et consoeurs en ont entendu parler. Donc c'est une maladie émergente, ça s'appelle l'hypominéralisation des molaires et des incisives. Il y a 30 ans, c'est une maladie qui n'existait pas. Dans la littérature, on la voit apparaître à partir de 2001. On sait maintenant qu'il y a entre 15 et 18% des enfants de 6 à 9 ans qui sont impactés par cette maladie. En cabinet, enfin nous en tout cas à Midi-Pyrénées, on en est pratiquement à un enfant sur 2. Alors cette maladie, on le voit peut-être pas très bien à cause des lumières. Donc en fait, ce sont des taches d'hypominéralisation, des plaques entières d'hypominéralisation, c'est-à-dire des zones où l'émail n'est plus minéralisé. J'explique pour ceux qui ne sont pas de la profession. Ces plaques sautent, en fait. Donc ça fait des destructions très importantes de la dent. Ce sont des dents qui sont très douloureuses, difficiles à anesthésier. Nous avons des difficultés pour faire des collages sur ces dents. Donc très souvent, on arrive à dévitaliser ses dents et à mettre une couronne, donc traitement prothétique, ou bien à extraire ses dents et avoir un traitement orthodontique pour en fait, par exemple au niveau des molaires, mettre les deuxièmes molaires à la place des premières molaires. Donc ça a un coût pour la collectivité, mais aussi pour les individus. Et là, j'ai mis pour la profession le reste à charge, mais parce que je pense aussi qu'il faut qu'on explique à nos patients, là vous avez un bel exemple, d'une pathologie qui est environnementale et qui va avoir des conséquences sur le reste à charge pour eux à la fin, puisque nous avons 2 traitements prothétiques orthodontiques qui sont des traitements qui sont très très mal pris en charge par la sécurité sociale. Donc, sur cette maladie, on sait, grâce à une équipe de l'INSERM, donc une équipe française, un des facteurs du MIH, c'est le biphénol A. Le biphénol A est un perturbateur endocrinien et en 2013, donc cette équipe de l'INSERM, c'est Katia Gédéon et Sylvie Babachko, donc ont prouvé le lien qu'il y avait entre le biphénol A et le MIH. Donc c'est pour ça qu'on sait que c'est une
une pathologie environnementale, où on trouve le bisphénol A, donc dans les films plastiques à l'intérieur des boîtes de conserve, dans tout ce qui est plastique de façon générale, dans les jouets, les lunettes. On le trouve même dans nos... Là, ce sont des poches de sang. Donc, on le trouve même dans nos matériels médicaux. Donc, en France, le bisphénol A, la France a réussi à le faire interdire dans les biberons et au niveau de toute l'Europe. Donc, ils ont pris cette décision. Depuis le 1er janvier 2015, la France l'a fait interdire dans tous les contenants alimentaires. Par contre, on est le seul pays en Europe à avoir fait ça. Donc, si vous achetez des boîtes de conserve dans un autre pays européen ou des boîtes de conserve qui sont antérieures au 1er janvier 2015, vous allez retrouver du bisphénol A. Donc, le MIH, très intéressant parce que c'est une maladie environnementale et là, on est vraiment sur un changement de paradigme. C'est-à-dire que c'est déterminant quand on dit par exemple tel enfant il a des caries parce qu'il boit ou il mange trop sucré, parce qu'il brosse pas assez ses dents, parce qu'il vient pas en contrôle régulier. Là, un enfant qui ne mange pas de sucre, qui se brosse les dents et qui vient en contrôle régulier n'échappera pas au MIH. Ce sont des dents qui se carient très 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 rapidement. Donc on se rend compte que toute notre vision de chirurgien dentiste, où on disait finalement c'est le comportement des gens, si on modifie le comportement et si on fait de la prévention comportement, à ce moment-là on n'aura plus de caries. On voit que cet argument-là, il ne tient plus avec ces nouvelles pathologies. Très très important à intégrer culturellement pour nous, mais aussi pour la sécurité sociale, pour les complémentaires, même pour les politiques, parce que si on passe à côté de ça, on va hyper responsabiliser les patients et on ne résoudra aucun problème. Donc, responsabilité multiple, c'est ce que j'expliquais, puisque le bisphénol A, donc effectivement, les industriels ont un rôle à jouer par rapport à ça, les politiques aussi. Donc, en France, ils l'ont joué en interdisant le bisphénol A, comme je vous ai dit, au niveau des contenants alimentaires. Mais il faudrait bouger au niveau de l'Europe. Et la bonne nouvelle, c'est que quand il y a des responsabilités multiples comme ça, il y a des leviers multiples. Et ça, c'est super parce que du coup, le patient, il peut comprendre que ce n'est pas que de sa faute, que de sa responsabilité. Et dans la mesure où il y a plusieurs leviers, on peut faire bouger les choses. En tout cas, c'est notre conviction. Donc, les questions en fait, qu'on se pose à la PST. Est-ce que les dépenses de santé qui sont en constante augmentation, ça on le voit, pourquoi il y a si peu d'intérêt sur les causes? Donc toute la partie de santé environnementale, il y a peu d'argent notamment qui est consacré en recherche. Les économistes de la santé, ils zappent complètement cette partie-là. Donc on assiste souvent à des colloques et on pose la question. Pour eux, c'est absolument pas dans les radars. Donc ça, c'est la première chose. Est-ce que cette évolution, c'est une évolution vers un modèle économique qui est basé sur la maladie? C'est-à-dire, est-ce qu'on est en train de construire une société où plus on est malade, plus ça fait de la croissance, plus ça fait d'emplois, plus on vend de médicaments, plus etc., etc. Ce qui change quand même parce que quand on a construit la Sécu, à l'époque, c'était pour construire, c'était un projet de société qui était basé sur la bonne santé des gens, pas sur la maladie. Autre question, est-ce que ce modèle où la santé de l'économie est prioritaire sur la santé des gens et de l'environnement, est-ce que ce modèle-là est indépassable? Est-ce que c'est inéluctable? Est-ce qu'on peut rien faire contre? Pareil, est-ce que le modèle de la société de consommation est lui aussi indispensable? Alors, quel est le rapport, on nous dit souvent, entre la santé et la société de consommation? C'est tout simplement que pour pouvoir consommer, les prix sont de plus en plus bas. Je pense par exemple à l'alimentation. Bon, quand on voit certaines fois, on a des promos avec des poulets à 1 euro le kilo, on se demande en quoi est fait le poulet, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc forcément, ça impacte la santé. Donc est-ce que cette logique de vouloir consommer, de nous faire consommer des choses de moins en moins chères, donc de moins en moins bonne qualité, est-ce que ça aussi c'est un modèle indépassable? Ensuite, où se situe la volonté des pouvoirs publics? Donc, je vous disais, en santé environnementale, il y a très peu d'argent qui est mis. Vous avez dû remarquer ces derniers temps les sommes faramineuses qui sont mises dans le numérique. Donc, j'avais posé une fois une question au professeur Guy Valenciennes, donc, qui est médecin vachement branché en santé numérique. Je lui ai dit, est-ce que, en fait, la santé numérique va rendre les gens moins malades? Et il a répondu, ah non. La santé numérique ne nous rendra pas moins malades. On pourra peut-être être dépisté plus tôt,
mais on ne sera pas moins malade. Donc là aussi, sur le dépistage en France, on confond prévention et dépistage. Donc le dépistage, c'est savoir si on est malade ou non. La prévention, c'est faire en sorte qu'on ne soit pas malade. C'est très différent. Donc pareil pour les maladies environnementales et l'équilibre de la sécurité sociale. Donc je pense que vous savez que les maladies chroniques sont en augmentation très forte. C'est-à-dire qu'en 20 ans, elles ont augmenté 5 fois plus vite que la population. Donc vous avez par exemple les cancers qui ont augmenté de 124%. Les maladies cardiovasculaires, on est autour de 85%. Donc toutes ces questions-là, effectivement, par rapport à l'équilibre de la sécurité sociale, bien sûr que ça impacte. D'autant plus que ces maladies chroniques arrivent de plus en plus jeunes. Vous avez l'obésité et le diabète. Donc qui dit maladie jeune, dit traitement à vie. Donc pendant très longtemps, on va prendre des médicaments à être soignés. L'augmentation de la durée de vie fait qu'aussi il y a des pathologies qui n'apparaissaient pas, qui apparaissent, et donc pareil, traitement important. Donc toutes ces questions-là, on ne les voit pas encore émerger dans le débat public. Alors je ne sais pas s'il y a des politiques aujourd'hui, en tout cas je l'espère, parce qu'il faut vraiment qu'on se pose ces questions, parce que les gens, les citoyens en fait, c'est des questions qu'on se pose. Est-ce qu'on veut continuer effectivement à être malade avant d'être soigné ? Ensuite, on s'est posé la question, est-ce que finalement, ce modèle-là, est-ce que c'est par facilité industrielle ? C'est-à-dire, ça fait longtemps qu'on a fait de la recherche et du développement sur tel produit. Bon, tout est calé, les usines fonctionnent comme ça, on produit, donc c'est plus simple que de remettre de l'argent dans la recherche et le développement. Ça ne veut pas dire qu'ils ne le font pas, mais ça veut dire que ce n'est pas une priorité. En tout cas, on a ce sentiment-là. Est-ce par méconnaissance ou sous-estimation des impacts sur la santé ? Est-ce une vision à court terme et égoïste ? C'est-à-dire que pour le moment, ça fonctionne comme ça. Peut-être que la médecine, dans 10 ans, elle saura traiter les pathologies chroniques mieux qu'on le fait. Alors, on a une petite interrogation là-dessus, c'est qu'on nous a déjà fait le coup avec les déchets nucléaires. Il y a 50-40 ans, on nous a dit, pour le moment, on ne sait pas quoi en faire, on les stocke, mais vous verrez, dans 40 ans, la science aura fait de tels progrès qu'on saura quoi en faire. Bon, on connaît le résultat. Et la question, c'est est-ce que nous aurions oublié que l'enjeu de la santé, c'est la vie ? C'est-à-dire, est-ce que finalement, l'enjeu de la santé, maintenant, ce n'est pas l'économie ? Et est-ce qu'on n'a pas oublié que quand même, le premier enjeu, il est là ? Donc, petite réflexion. J'ai un problème, Brigitte, trouver immédiatement une solution et apportez-la moi dans mon bureau. Donc ça veut dire que, est-ce que la solution, elle est en dehors de nous ? Est-ce qu'il faut sans arrêt chercher ailleurs en se disant c'est les autres qui apporteront la solution, ou est-ce qu'il faut qu'on se bouge en se disant qu'on a aussi une partie de la solution ? Et là, je ne sais pas si vous le voyez, donc tout en haut, la pirogue là qui est en train de... Voilà. Donc c'est finalement la proposition A, ramons de toutes nos forces à contre-courant avant qu'il ne soit trop tard, qui l'emporte par 4 voix contre 2 et une abstention. Et on voit qu'en fait, le temps qu'ils votent, le temps qu'ils décident, effectivement, ils sont déjà dans le précipice. Donc, est-ce qu'on n'est pas là-dedans aussi ? C'est-à-dire, est-ce qu'on n'est pas en train de discuter, en fait, on ne sait pas trop, il nous faut des preuves sur est-ce que tel produit est toxique, est-ce que tel produit... Mais on le voit bien, enfin, ne serait-ce que l'augmentation des pathologies chroniques et des cancers, l'obésité, les problèmes d'autisme, etc. Enfin, on le voit bien qu'il y en a de plus en plus. Donc, est-ce qu'il faut qu'on attende d'être sûr que ce soit ce produit qui a provoqué ? Surtout qu'avec les perturbateurs endocriniens, ce sont des effets cocktails. Alors, que faire ? Donc ça, c'est nos pistes de réflexion. Premièrement, s'informer et comprendre les liens, ce que j'essaie de vous expliquer un petit peu rapidement, c'est que tout ça, c'est pas inéluctable, c'est pas une fatalité, et c'est pas, comme disaient les mineurs quand ils partaient bosser, en sachant qu'effectivement, ils mourraient jeunes, ils mourraient tôt. Oui, mais au moins, on a un travail. Est-ce qu'on est vraiment dans cette logique en disant, on s'empoisonne, mais c'est le progrès ? Est-ce qu'il faut rentrer dans cette logique-là ? Ensuite, c'est diffuser les informations et ne pas céder à la fatalité. Donc pour nous, rien n'est inéluctable. Les sociétés, enfin tout ce qui se passe, c'est nous qui le construisons tous les jours de façon soit individuelle, soit collective. La crise sanitaire, on est vraiment dans une crise sanitaire. Donc au niveau de la crise écologique, le réchauffement climatique, la perte de la biodiversité, le problème des matières non renouvelables, on a une crise sanitaire. Nous sommes tous concernés.
Et on doit être tous solidaires. Parce que comme ça concerne tout l'environnement, en fait, vous n'en avez pas certains qui vont pouvoir y échapper, à moins de se mettre dans une bulle, et d'autres qui vont dire, bon, ben, moi, je ne pourrais pas y échapper et je vais être obligé de subir. Mobiliser, donc affirmer ses convictions. Alors ça, c'est un grand truc à la PST, c'est d'abord ne pas être malade. Et après, effectivement, on a envie d'être bien soigné. Mais entre un cancer qui se guérit bien et pas de cancer du tout, qu'est-ce que vous choisissez ? Enfin, moi, le choix, il est vite fait. Parce que souvent, c'est ça. Souvent, on parle en fait on parle du coût des choses. Mais on ne parle pas de ce que ça impacte dans la vie des personnes qui sont malades, dans la vie de l'entourage quand quelqu'un est malade, de l'entreprise dans laquelle la personne travaille. Donc, on est vraiment dans des impacts qui sont au-delà du coût. Mobiliser les politiques sur ces thèmes. Donc ça, je l'ai dit et je le redis. Enfin, nous, on pense que vraiment une des clés est là. Si on n'affirme pas vraiment en disant nous on n'en veut pas de cette société-là, où effectivement on est malade, on veut qu'on se bouge là-dessus, à ce moment-là on fera bouger les politiques. Si on ne dit rien, ben, c'est comme un blanc-seing, quoi, hein. Et ensuite pour nous, la disruption et l'innovation, c'est la bonne santé au centre de la société. Donc c'est confirmer la place de la santé dans un secteur économique non marchand. Pour nous, c'est vraiment essentiel, parce que si effectivement le patient se transforme en consommateur en ayant un vendeur de soins en face de lui, je vous rappelle quand même que la relation de soins s'est établie sur la confiance. Peut-on faire confiance à quelqu'un qui nous vend en fait des soins et non pas quelqu'un qui nous propose des soins en fonction de nos besoins. Parce que le soin de qualité, c'est pas l'accueil qu'on a à l'entrée du cabinet. Les soins de qualité, c'est le soin dont a besoin médicalement la personne. C'est ça le soin de qualité. Et alors on nous parle des normes ISO en nous disant, voilà, on va vérifier votre accueil, on va vérifier comment dire, la tenue de vos dossiers, etc. Enfin, on part dans des délires et on oublie vraiment l'essence des choses et l'essentiel. Ensuite, confirmer le système solidaire de prise en charge des soins. Alors pour nous, c'est essentiel. Le système de la sécurité sociale, c'est chacun paye en fonction de ses moyens et chacun reçoit en fonction de ses besoins médicaux. Dès qu'on passe dans des systèmes privés, d'assurance privée ou de complémentaires privés, c'est chacun cotise en fonction de son profil, c'est-à-dire de son âge, de ses maladies, etc. Et chacun recevra en fonction de la prime qu'il aura eu la capacité financière de payer. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes logiques. Et il faut vraiment, vraiment qu'on reste sur un système solidaire. Parce que ce qui va bien dans notre système qu'on nous envie partout, c'est ça en fait. Et la base, elle est là quand même. Donc ensuite, questionner le modèle de chaque activité humaine par rapport à la prévention environnementale, c'est-à-dire, est-ce que ce modèle d'agriculture est suffisamment bon pour la santé des humains et pour la santé de l'environnement? Est-ce que ce modèle de transport est suffisamment bon? Est-ce que ces façons de travailler sont suffisamment bonnes? Vous savez, l'augmentation des burn-out, des troubles musculo-squelettiques, enfin tout ce qui impacte la santé. Et ensuite, questionner la priorité donnée au numérique. Donc ça, pour nous, c'est quelque chose d'important parce qu'il y a des sommes colossales, comme je disais tout à l'heure, qui sont mises. Donc là, c'est mis dans tout le système de soins. Il y a beaucoup, beaucoup d'argent qui sont mis là, mais pas que dans le système de soins. Toutes les entreprises, on leur dit allez-y à fond sur le numérique, etc. Donc nous, on ne dit pas il ne faut pas utiliser le numérique, mais est-ce que la priorité doit être donnée au numérique quand on sait que le numérique ne nous rendra pas moins malades et que le numérique quand même met de la distance entre les humains. J'ai une amie là qui s'est faite opérer il n'y a pas longtemps, elle n'a pas eu de contre-visite du médecin, elle a eu une tablette. On lui a donné la tablette et sur la tablette, donc elle avait des questions auxquelles il fallait qu'elle réponde. Du style, donc, est-ce que vous avez mal? De combien? De 1 à 10. Est-ce que vous avez bien dormi cette nuit? Est-ce que vous avez uriné correctement, etc. Et elle n'a pas vu de médecin. Donc on est bien dans un système, si on l'utilise à l'excès, qui met de la distance entre les humains, et on sait que plus on déshumanise, et moins on est bien, quoi. Donc ça va contribuer à nous rendre de plus en plus malades aussi à un autre plan. Voilà, en tout cas, c'est notre vision. Voilà, et donc j'ai fini juste par ça. J'espère que j'ai tenu le délai. Donc, vous ne pouvez pas échapper à vos responsabilités futures en les évitant aujourd'hui. Et moi, je la reformule, nous ne pouvons pas échapper à nos responsabilités futures en les évitant aujourd'hui. Voilà, merci.